Bonjour et bienvenue dans ce 39e épisode de Quantum, l'actualité quantique, toujours avec Olivier Ezrati et moi-même Fanny Bouton. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Alors, ce mois-ci, on a encore pas mal de choses à vous raconter, hein. Il n'y a pas moyen d'avoir un mois calme. Ça n'arrête pas Même le le mois d'août n'est quantique. pas calme, hein. Ouais, mais bon, En on va France, il voir est cette calme, mais dans le année. reste du monde, il n'est pas calme, hein. Il n'est pas calme. Bon. En tout cas, là, on va revenir sur le mois de mai et vous allez voir, ça a encore beaucoup bougé. Donc, ce mois-ci, on va beaucoup vous parler d'IBM, d'IonQ, mais aussi de Pascal Xanadu, c'est vieux ça, et un peu d'OVH Cloud. Alors, dans les événements, Olivier, il y avait un événement quantique organisé par The Economist à Londres, Commercializing Quantum, avec des interventions de plein de fournisseurs et d'utilisateurs. Ah, Et c'est c'est toi moi qui y qui m'y étais. suis collée, Ah ouais, c'est toi qui y étais. En exactement. fait, c'est toi qui vas faire le compte-rendu. C'est moi qui vais faire le congrès. Et ben écoute, il y avait plein de conférences. Donc, c'était un jour en physique et puis après, il y avait 2 jours en virtuel. Il y avait plein de beaux mondes. Et entre autres, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec Jay Gambetta d'IBM, que tu avais vu quelques jours auparavant. Et c'était très intéressant parce que ils commencent à montrer un peu l'évolution de leur roadmap, etc. Alors, toi, tu as un peu suivi ça de plus près. Qu'est-ce que tu en as pensé justement des annonces et de leurs nouvelles? Ils ont des très belles vidéos pour Oui, oui, montrer on va en leurs parler plus tard produits. parce que c'est On en reparle un petit peu dans plus notre tard. agenda. Non, par contre, tu m'avais raconté que tu avais rencontré John Martinis, enfin de loin. Il y Il faisait quelle avait John présentation? Martinez, exactement, de loin. Je n'ai pas vu sa présentation parce que j'ai Hmm. dû repartir avant à mon grand dame. Mais voilà, mais par contre, il y avait pas mal de panels intéressants et il y aura un replay que je vous invite à voir. En fait, Et il a puis, tendance à ratauder. Parce que quelqu'un d'autre l'a vu parmi les Français ouais. qui y étaient. Il m'a raconté qu'il faisait toujours la même présentation sur, en gros, la suprématie quantique de Google d'il y a 3 ans. Alors qu'en Mhm. parallèle, il est en train de créer sa propre boîte Ah, pour concurrencer Google. Donc, c'est assez curieux comme position. Mais bon, on attend d'en savoir plus. on attend d'en savoir plus. Et puis, il y avait pas mal de Français qui étaient présents, qui s'étaient déplacés. Il y avait Elvira Chisenina, il y avait Christophe Jurzac, et puis on avait eu The Cantonation. Et puis, il y avait aussi Neil Labou, notre coordinateur du plan quantique, qui s'était déplacé. Et on voit que justement, les Français vont beaucoup discuter sur les sujets européens, mais aussi avec les autres grands pays, et que chacun se positionne sur ce type d'événement. En plus, c'était un bel événement physique en dehors de France, hein, donc européen. Et on va bientôt en avoir un autre en France. Qui va ramener pas mal de beau monde aussi. Alors, il y avait aussi un congrès Solvay 2022 organisé à Bruxelles, comme tous les 4 ans environ, avec une sélection de grandes têtes du quantique mondial. Alors, combien de Français et de femmes, Olivier? Alors, il n'y avait pas beaucoup de femmes, c'est clair. Euh, j'ai noté, en tout cas, parmi les plus connus, Dorit Aronoff, hein, on connaît, enfin, pour ceux qui connaissent le théorème d'Aronoff sur en gros la scalabilité du calcul quantique en fonction du taux d'erreur des qubits. Il y avait aussi Michel Simons, qui est très connu, notamment en Australie, pour son travail Oui. sur les qubits de scission. On en reparlera un petit peu derrière parce elle a connu quelques déboires récemment. Et puis Véronica Hubny, que je ne connais pas, donc je découvre des noms nouveaux, en tout cas par rapport à mon, mon Hall of Fame des physiciens. Donc ça va m'obliger à faire pas mal de mises à jour de mon bouquin. Alors, c'est un congrès qui n'est pas anodin, hein, parce qu'on connaît tous la fameuse photo du congrès de 1927 avec les grands. Alors, dans le monde Les... quantique, on la Ah connaît bah, dans le tous, mais monde en quantique, effet. alors, c'est une photo qui est ultra connue avec 19 prix Nobel, ou 17, je ne sais plus, en tout cas avec Einstein, Heisenberg et tout. Et là, finalement, c'est un remake de cette photo avec les grands de la physique quantique d'aujourd'hui. Il y avait quelques Français, effectivement, notamment Antoine Brouès, ce qui est pas mal, hein, parce que c'est même pas un quinquagénaire, je crois, qui a Qui a une médaille du CNRS d'ailleurs. médaille du CNRS, alors je sais plus si c'est médaille d'argent ou d'or, Je crois que c'est une médaille d'or. ouais, et Mais en tout cas, une médaille. bon, qui est Mais derrière les travaux qui ont mené à la création de la startup Pascal. Puis il y avait Serge Haroche, qui est notre prix Nobel encore en état d'aller dans ce genre de conférence en physique quantique. Donc oui, c'était pas mal. Euh, Mais donc, en je sais- effet, pas mal de nouveaux noms qui ne sont pas encore dans ton livre, qui vont t'obliger à des eh nouvelles ouais, découvertes à ouais, faire. ouais, Comme je crois que quoi. j'en connais de nom la moitié et j'en connais
diront directement 3, ce qui est quand même pas mal, quoi. Disons Et que du avec coup, qui j'ai déjà interagi, donc c'est pas mal. Ouais. est-ce que tu sais un petit peu quand même ce qui s'est dit à cette Non, conférence? pas du tout, pas du tout. Non. La photo est plus connue que ce qui s'y est dit. Il y a Peter Shore qui était aussi, John Preskill, des gens comme ça. Non, non, j'ai pas vu de contenu particulier. Mais en fait, on ne sait pas Bon, s'il donc si dans s'écrira un notre livre. entourage, Antoine, si tu nous écoutes, on est preneur Ouais. d'avoir des infos de ce qui s'y est passé. Est-ce Et qu'il y a s'il eu y a une des controverse échanges, comme la fameuse controverse de 27 qui avait démarré entre Niels Bohr et Einstein sur la complétude de la physique quantique? On ne sait pas s'il y a eu une controverse équivalente pendant cette conférence qui était peut-être plus œcuménique et plus consensuelle. On verra bon. avec les comptes rendus. Alors, une autre journée aussi informatique et technologie quantique pour les métiers de l'énergie fin mai à Palaiseau, qui est organisée par EDF. Tu y étais et justement, qu'est-ce qui s'est raconté un petit peu? Est-ce qu'on voit des choses émerger sur les métiers de l'énergie autour de ça? Alors, c'était une journée assez intéressante qui mettait en musique des travaux qui sont déjà publics, hein, pour une part. Alors, c'est organisé par Marc Porcheron, dont c'était le dernier événement a priori, qui est celui qui a lancé en fait l'initiative quantique chez EDF. Et il était avec Joseph Michael, qui Qui prend le va le relais, remplacer, qui le exactement. remplace et qui prend le relais et qui est très bien. Et cette journée était assez intéressante. J'ai pu assister qu'à la moitié parce que l'autre moitié, j'étais en train pour aller à Nantes. Mais la moitié à laquelle j'ai assisté était intéressante parce qu'elle mettait en valeur à la fois des doctorants qui sont nombreux, hein, j'ai vu qu'ils étaient presque une vingtaine au total, travaillant chez EDF ou en partenariat entre EDF et d'autres labos ou sociétés. La première intervenante était une jeune thésarde, Margarita Vechezerova, c'est pas évident à dire, hein, qui est très sympathique au demeurant, et qui présentait des algorithmes hybrides classiques quantiques pour traiter des problèmes d'optimisation. On en avait entendu parler parce que des papiers avaient été publiés auxquels elle a contribué évidemment, concernant l'optimisation de la recharge de batteries de véhicules électriques. Et elle travaille sur ce sujet en partenariat avec le laboratoire Lauria qui est à Nancy, où officie notamment Simon Perdry. Puis il y avait des intervenants de partenaires, donc de chez Atos, comme Pauline Besserve, que je connais un petit peu. Il y avait Thierry Lahaye de Pascal et Loïc Henriet également. Et puis aussi une chercheuse que je ne connaissais pas, que j'ai découverte, qui s'appelle Nina Amina. Elle travaille à Centrale Supélec sur des questions de contrôle quantique. Donc c'était assez riche, hein, je n'ai pas pu tout voir, mais c'était intéressant. C'est une bonne C'est initiative bien, quoi. qu'une entreprise utilisatrice des technologies quantiques fédère comme ça des laboratoires, des entreprises et ses propres thésards pour faire un petit peu le point de l'état de l'art. Alors là, la question, c'est l'usage du quantique dans le domaine de l'énergie. Hein. Mhm. C'était ça le thème. Et puis, hier, en fait, pour nous, hein, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, vous verrez que j'arrête pas d'enlever de la buée. On est en plein dans les orages là, qui ont été annoncés dans la journée. J'ai de la buée. C'est très humide ce soir. Eh bien, hier, on était à Nantes pour le Web Today et on a fait le revival de notre conférence d'il y a 4 ans, le Quantique fait fantastique. Donc là, c'était le Quantique 4 ans après. Qu'est-ce que ça donne? Et on était accompagné de Maud Vinet, du CEA, qui est en train de lancer sa startup Cosmos, et Jonas Landman, qui est dans la startup QCware, c'est ça, si je ne m'abuse. Entre autres, et qui est aussi postdoc d'Elham Kashefi à l'université d'Édimbourg. Alors, il fait ça à distance, hein, il ne va pas tous les jours à Édimbourg, mais Non, non, mais voilà. Mais en tout cas, donc, on a refait ce petit point 4 ans après pour voir où on en était, puisqu'il y a 4 ans, quand on avait démarré, c'est vrai qu'on ne parlait pas autant du quantique de maintenant, il n'y avait pas encore eu le plan, et on avait expliqué à quoi ça pouvait aller servir. Et là, on a pu rentrer un petit peu dans le détail avec eux sur quelles ont été les évolutions, quels sont les cas d'usage qui commencent à prendre, c'est un petit peu plus clair quand même dans certains domaines, hein, et puis voir les avancées technologiques et ces startups qui sont en train de se créer, puisque il y a 4 ans, elles étaient tout au début, voire encore à l'état de recherche, et là, on voit que Maud, au bout de 4 ans, finalement, elle, c'est des années de recherche, mais là, ça y est, elle se lance dans l'entrepreneuriat. et puis surtout, oui, la quasi-totalité des startups françaises du quantique n'étaient pas créées il y a 4 ans. Hein. À part Voilà. Candela, il y a Candela qui avait été créée une année avant, 2017, mais toutes celles qu'on connaît aujourd'hui, les C12,
les Alice and Bob, les Pascal, ils ont été créés après cette étape de 2018, c'est clair. Et le plan Voilà. quantique aussi, annoncé hier. Donc, Et donc, c'est super de voir leur évolution et d'échanger et de les faire parler aussi. Donc, c'était un bon moment, une belle heure de conf avec après un compte rendu. On a rediscuté avec des gens qui le souhaitaient. On a fait un un échange, oui. Q&A, un Ouais. échange qui a duré aussi une bonne heure. C'est d'ailleurs un bon format qu'on devrait généraliser dans d'autres conférences. Je crois que ça existe dans certaines conférences anglo-saxonnes. C'est le fait de faire une conférence plénière avec plein de monde et puis de déplacer la session de questions-réponses dans une autre salle en plus petit comité pour ceux que ça intéresse. Et là, on a eu un échange qui a duré quasiment une heure, donc c'est intéressant. Et sinon, dans les retours qu'on a eus de cette conférence, j'ai bien apprécié, moi en tout cas, le retour des étudiants d'Epitech qui sont donc dans une école d'informatique où on se forme un peu par soi-même et qui paraît-il, étaient tout émoustillés par cette conférence et qui avaient envie Ça de leur a donné creuser. envie. Ah ouais, ça leur donnait envie d'aller dans le quantique. Donc, si au moins il y a ça, c'est pas mal. Bon. Alors, une autre annonce dont je suis assez heureuse, hein, c'est Pascal qui a mis en ligne dans le cloud son premier simulateur quantique à 100 qubits et via le cloud, d'OVH Cloud. Donc, je suis contente parce que c'est à travers du Startup Programme que j'anime depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai qu'on a accueilli pas mal de startups du quantique dans ce programme. Et là, les crédits, les échanges techniques leur ont donné des moyens et surtout, ils les ont exploités à fond. Et donc, il y a cette annonce. C'est une première mondiale, un ordinateur quantique à atome froid dans le cloud. Et c'est du coup une collaboration franco-française. Donc, moi, j'ai envie de dire cocorico. Bon, je sais ils ont lancé aussi un partenariat avec le concurrent américain, mais ça n'arrivera que dans quelques mois. Donc, on commence chez nous. C'est super chouette. Le système, il est paramétrable par le SDK open source qu'ils ont créé eux-mêmes, qui s'appelle Pulsar. Et pour l'instant, alors c'est un POC, c'est une bêta privée qui est dédiée à 2 clients, Cassib en France et Cineca en Italie, Cineca. Donc, c'est pour faire des POC dans le monde de la finance. Et c'est intéressant parce que ça va peut-être nous donner des cas d'usage un peu plus concrets. Alors, on peut Euh, préciser quand même de quoi il s'agit, parce que quand on parle de cloud, c'est un peu fumeux, c'est le cas de le dire. Non, mais disons linguistiquement parlant, si j'ai bien compris, c'est la partie classique du pilotage de l'ordinateur quantique, de leur simulateur quantique qui est chez OVH, donc qui est hébergé chez mhm. OVH. Mais l'ordinateur lui-même, il est chez eux, si j'ai bien compris pour l'instant. Pour Donc, l'instant, pour l'époque, bien évidemment. Et là, c'est vraiment de leur fait. C'est à Palaiseau, quand même à Massy, en fait, dans leur nouveau bâtiment, dans leur nouveau bureau. Et en effet, ça permet de raccorder la machine et d'avoir l'interface. Mais on va voir ce que ça donne par la suite. Ça permet de faire un POC et de voir que ça fonctionne, l'interfaçage dans le cloud. Et ça, c'est déjà un gros progrès parce qu'on se rend compte qu'avec chaque type de qubit différent, ça aussi c'est pas des ordinateurs qui ont été conçus pour être branchés dans le cloud au départ. Et donc, il y avait un peu des challenges à faire et des interfaçages à faire. Et là, je pense qu'on peut alors je ne me souviens plus de son nom, c'est Mourad chez eux qui s'occupe du cloud, qui s'occupait de toute cette interface et qui a fait un travail phénoménal, extrêmement rapide d'ailleurs, je trouve, pour faire son POC. Et donc c'est un bon test, mais ça peut augurer qu'en effet, on peut imaginer des choses beaucoup plus grosses et peut-être des data centers d'ordinateurs quantiques un jour. Donc voilà, il faut démarrer. Mais ce n'était pas fait pour. Et je vois avec d'autres que ça ne va pas être si simple que ça, que ça va demander du travail et de l'ajustement pour que tout fonctionne et que ça s'interface. Il y a l'interface avec les ordinateurs classiques, mais aussi la connexion réseau, les échanges, le fait de créer ces consoles qui permettent à n'importe qui de se connecter avec un ordinateur chez soi à distance, un petit laptop, et d'avoir accès à ces grosses machines. Ce n'est pas si évident qu'on ne le pense. Et donc, pour moi, c'est une belle avancée quand même. C'est un bon moment. ils annonçaient sinon un partenariat, l'équipe de Pascal, avec l'option Quantum Engineering de Centrale Supélec. Je connais un petit peu, je les suis de près. C'est une option qui est dirigée par Thomas Anthony, qui mérite d'être connu. Et c'est un partenariat qu'on appelle un partenariat académique, qui vise surtout à faire en sorte que la techno de Pascal soit découvrable et découverte par les élèves de cette option. C'est une option dont Thomas m'avait parlé un petit peu il y a quelques mois, qui associe en fait ce qu'on pourrait appeler
la révolution quantique numéro un, hein, c'est-à-dire les semi-conducteurs, les technologies relativement classiques, et qui maintenant intègre un cursus et des cours liés à ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, d'où le partenariat avec Pascal qui est justifié. Oui, et on va voir de plus en plus les grandes écoles proposer des nouveaux cursus avec des nouveaux Mm. modes de découverte de la programmation. Et c'est vrai qu'en effet, pour l'instant, il n'y a pas de standard. Il y a plusieurs façons d'aborder chaque ordinateur. Et ça va être intéressant de voir comment ça évolue dans les prochaines années. Alors, une autre annonce, Xanadu, un nouvel avantage quantique, plus sérieux que les précédents et que ceux des Chinois annoncés avant. Tu peux nous donner un petit peu de détails, justement? Alors, c'est Oui, quoi oui. cette Alors, avancée? Parce que en fait, l'avantage quantique, c'est est-ce qu'il est utile, celui-ci? c'est toujours la bonne question à se poser, effectivement. Alors, Xanadu a marqué les esprits cette semaine, il y a quelques jours. Alors, c'est lié à une publication d'un papier qui datait il y a plus de 6 mois, hein, mais qui est paru dans Nature. Donc, Nature, c'est une revue de référence. Donc, résultat, les médias scientifiques se sont emparés du sujet, alors que le papier était déjà connu, en fait, en pratique. Alors, c'est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça concerne les photons. Ensuite, parce que ça concerne une méthode de calcul un peu particulière avec les photons qui s'appelle l'échantillonnage du gaussien de boson. Alors, les intimes, ils appellent ça le GBS, le Gaussian Boson Sampling. Alors, les Chinois avaient fait une expérience de ce type-là, d'abord en 2020, puis une autre mi-2021, qui était impressionnante, sauf que celle-ci, elle est paramétrable. À savoir qu'on va pouvoir paramétrer en gros la manière dont les photons rentrent dans ce système-là pour faire du calcul. Et en plus, Xanadu a mis cette expérience dans le cloud, alors que les Chinois ils avaient juste publié un papier, mais il n'y avait rien dans le cloud. Donc, il y a quand même deux avancées intéressantes. Alors, quand on regarde dans le détail, l'expérience de Xanadu est assez originale parce qu'elle est beaucoup moins lourde d'un point de vue expérimental et du point de vue du dispositif que ce qu'avaient fait les Chinois. Les Chinois, en gros, ils avaient un système à force brute, ils avaient un générateur de photons avec des lasers, ils avaient tout un dispositif très compliqué qui alimentait un interféromètre. Mais là, le dispositif est beaucoup plus simple parce que Xanadu, en fait ce qu'on appelle du multiplexage temporel pour mélanger ces photons. Et donc, en gros, ça génère un système qui est plus simple. Et donc, une circuiterie, des détecteurs, etc., qui sont beaucoup plus simples. En tout cas, il y a un dernier point qui m'a semblé intéressant, c'est que leur système, qui est plus ou moins l'équivalent de 216 qubits, alors qubits bruités quand même, mais c'est quand même pas mal, 216 qubits, il montre que les Chinois ne sont pas forcément les rois du pétrole. C'est-à-dire qu'on a des Canadiens, certes bien financés, parce que Xanadu, c'est une startup qui avait levé plus de 100 millions de dollars de tête, hein, Ouais. eh bien, ils arrivent à faire mieux que les Chinois, ce qui est encourageant, et en plus, ils mettent ça dans le cloud. Donc voilà, c'est juste une bonne leçon d'histoire qui est encourageante par rapport à ce qu'on fait en France avec Candela, par exemple, qui vise pas forcément la même technique, hein, qui ne va pas utiliser le Gaussian boson sampling, qui va plutôt utiliser ce qu'on appelle la programmation avec des variables discrètes, qui va s'appuyer sur ce qu'on appelle le MBQC, le Measurement Based Quantum Computing. Mais bon, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les Chinois et les Américains soient numéro un. Oui, oui, et c'est un sujet qui revient très régulièrement, hein, c'est qu'on se rend compte que dans le quantique, pour l'instant, l'argent ne fait pas tout. Il y a aussi la formation des gens, le recrutement, la qualité des composants et qu'il y a encore des paliers techniques et des évolutions de recherche qui font que juste avoir de l'argent ne suffira pas à résoudre le problème. Et en effet, c'est là où on peut se dire qu'on a encore une possibilité d'aboutir parce que justement, on a quand même un bon nombre de talents et de gens qui se forment. Donc voilà. Après, les annonces d'IBM aussi, hein. Je crois que tu avais des petites choses à nous raconter là-dessus, hein. Oui, oui, il y a plein de choses sur IBM. Alors, c'est curieux parce que j'ai rencontré il y a quelques semaines Jay Gambetta, donc le VP qui dirige toute l'activité quantique d'IBM, aussi bien scientifique que business d'ailleurs. Alors que lui, il est purement scientifique, hein. Mhm. Et bon, donc, la même semaine, il y avait tout un tas d'annonces de Jay Gambetta et je le rencontrais. Donc, j'avais quand même... et toi, tu le rencontrais quelques jours Je l'ai après, donc rencontré le lendemain. le Oui, lendemain, précis. Le lendemain. quelques jours après, Mais à pas dans Londres. la même ville, ouais, Voilà. exactement. Et donc, on va essayer de décortiquer leurs annonces. Il y en a beaucoup. Pour faire simple, en 2020, ils avaient annoncé ce que j'appelle une stratégie de scaling, c'est-à-dire d'augmenter petit à petit la puissance des processeurs individuels. Et bon, pour l'instant,
je dirais, livrer leur processeur prévu en 2020 au rythme prévu, même si leur fidélité n'était pas forcément extraordinaire, hein. On a eu l'occasion d'en parler sur le processeur de 127 qubits qui avait été lancé en novembre 2021. Et là, l'annonce du 10 mai, elle portait plutôt sur ce qu'on pourrait appeler une stratégie de scale-out, c'est-à-dire comment créer des processeurs avec des qubits encore plus fidèles et les assembler de différentes manières. Alors, d'abord, ils ont une génération de processeurs qui vont mettre côte à côte, qui vont fonctionner en parallèle pour exécuter en gros le même algorithme et qui permettront de paralyser ce qu'on appelle les multiple shots dans le calcul. Et après, on fait la moyenne du calcul pour obtenir le résultat moyenné. Ça, c'est une première approche. Et puis après, ces mêmes puces, ils vont les connecter entre elles. D'abord via des liaisons métal supraconductrices. Donc, en gros, tu mets des qubits sur plusieurs puces et puis tu relis ces qubits par des connexions métalliques, mais qui sont en fait des connexions qui permettent de faire circuler des micro-ondes pour relier les processeurs entre eux. Et puis après, encore après, et pour aller jusqu'à plus de 4000 qubits en 2025, ils prévoient de relier leur processeur par des liaisons qui vont convertir ces micro-ondes de liaison entre les qubits en photons, donc avec des fréquences plus élevées. Et ça, c'est probablement l'aspect le plus challenging de ce plan-là. Alors, quand j'ai rencontré Jay Gambetta, qui est un gars qui est né en 1979, hein, il a 43 ans, il a fait sa thèse de doctorat en Australie en 2004, il a fait un postdoc dans l'équipe de Rob Schopkoff à Yale, qui est un collègue de Michel Devoret qu'on avait reçu il y a longtemps dans nos entretiens des codes quantum. Et il a aussi croisé à cette époque-là Alexandre Blais, qui était aussi dans l'équipe de Yale et qui est en gros le scientifique québécois de référence dans les supraconducteurs et qui a créé une start-up qui s'appelle Norquantique, qui est concurrente d'Alice and Bob. Hein. Il y avait croisé aussi Andreas Wallraff de l'ETH Zurich, que d'ailleurs j'ai rencontré le même jour dans un événement européen. Enfin bref, tous ces gens-là, ils se connaissent, ils sont liés, quoi. Et alors, les infos que j'ai glanées sont les suivantes. Premier point, on a fait le point sur le fameux frigo géant GoldenEye qu'ils avaient annoncé en 2020. Et Gambetta m'a raconté que ce frigo marchait. Et il a été testé à 25 millikelvin. Il comprend probablement 24 têtes pulsées et 12 dilutions, c'est-à-dire de systèmes de refroidissement des qubits. Et il va compléter les frigos de Blue Force qui avaient été annoncés en novembre dernier. Donc, en fait, Blue Force va être utilisé pour les 127 qubits et 433 qubits. Et a priori, à partir de 1000 qubits et au-delà, ils vont utiliser cet énorme frigo de GoldenEye. Alors, l'autre point... Ça fait combien 25 millikelvin à peu près en degrés Celsius? Tu saurais me dire? Oui, je peux te dire. 25 millikelvin, c'est... alors, je ne vais pas faire la soustraction, mais en gros, c'est moins 273 degrés Celsius, virgule quelque chose, enfin, ou moins 272, parce que le zéro absolu, c'est moins 273, je ne sais plus combien. Et donc, 25 000 Kelvin, c'est très proche du zéro absolu, mais c'est la température. C'est un peu plus que la température à laquelle on fait tourner les qubits supraconducteurs. En général, les qubits supra, ils tournent plutôt à 10-15 millikelvin. Donc, c'est juste légèrement au-dessus, mais c'est quand même une prouesse compte tenu de la taille du bousin. Alors, deuxième information, l'électronique de contrôle, qui est un sujet extrêmement important du contrôle des qubits, ils la font eux-mêmes. Hein, elle n'est pas achetée à Qublox, Zurich Instruments ou Quantum Machines, qui est une boîte israélienne qui est très visible, notamment en France, sur le sujet. La raison, c'est qu'ils ont tellement de qubits qu'ils ont besoin de scalabilité aussi sur l'électronique de contrôle, donc ils font tout eux-mêmes pour l'instant. Et puis, troisième info qui me semblait assez intéressante, c'est la fidélité des qubits. Parce que jusqu'à présent, leurs qubits, notamment les 65 et 127 qubits qui sont en ligne dans le cloud, ils avaient une fidélité qui, entre nous, est pourrie, quoi. Enfin, genre 3% d'erreur, 2% d'erreur en lecture, jusqu'à 8% d'erreur sur les portes à 2 qubits. Sauf que, entre-temps, ils ont un processeur un peu magique, 27 qubits, qui s'appelle Falcon R10, qui a des fidélités qu'on appelle 3-9, c'est-à-dire des fidélités à 99,9% sur les portes à 2 qubits. Et bon, le problème, c'est que ces 27 qubits qui obtiennent cette fidélité, ils ne sont pas dans le cloud, ils ne sont pas dans l'offre Q-Experience, et c'est que 27 qubits. Alors, j'ai posé la question à M. Gambetta, et il m'a dit que oui, en fait, cette technologie-là, qui permet d'obtenir cette fidélité qui est extrêmement bonne, il va la déployer sur des processeurs à plus de 100 qubits d'ici 2 ans.
grâce à des techniques qui permettent d'améliorer la fidélité et de limiter ce qu'on appelle le crosstalk, c'est-à-dire le fait que les qubits se polluent les uns les autres. Et il fait ça grâce à quoi? Packaging, connectique et amélioration sur les matériaux utilisés. Notamment, il utilise une technologie qui a été inventée par un chercheur d'IBM Zurich qui s'appelle Andreas Führer, qui consiste à mettre sous vide le processeur pour mieux l'isoler de son environnement. Donc voilà les infos. Disons que c'est assez intéressant parce que ça montre que IBM met les moyens, met le paquet pour essayer d'avancer. Et Oui, ça a l'air assez sérieux. et le monsieur a l'air assez sûr de lui. En tout cas, il est carré dans sa tête sur son projet, Il est très ses sûr de étapes. lui, ça c'est sûr. Et oui, oui. Mais voilà, mais c'est intéressant de voir un peu plus le côté technique et marketing, des fois, les C'est-à-dire qu'il faut toujours faire la différences. part des choses entre les deux. Il y a toujours un baratin marketing autour des annonces. Moi, j'ai décortiqué tout ce qu'il m'a raconté et tout ce que j'avais vu, notamment suite aux présentations d'une personne de son équipe, que j'ai croisé d'ailleurs aussi, qui s'appelle Han-hee Paik, d'origine coréenne. Hein. Et j'avais décortiqué tout ce qu'ils faisaient. C'est sérieux, ils investissent beaucoup. Hein. C'est probablement la boîte dans le monde qui investit le plus dans l'ordinateur quantique, hein, et depuis plus de 10 ans. Bon, après, on verra avec les chiffres et les machines réelles. Hein. C'est toujours pareil, on va juger sur pièce. Mais la roadmap est assez intéressante et elle est relativement enthousiasmante pour notamment les développeurs qui attendent des machines dites NISQ. Hein. C'est des machines bruitées, mais pas trop bruitées, permettant de faire des calculs utiles. Donc voilà, on attend la suite, mais ce sera intéressant. Bon. Alors, autre annonce, IonQ et Scorpion. Donc, IonQ qui a chuté en bourse après avoir... alors, je ne sais plus, il y a une petite histoire avec une société financière, etc. Je pense que tu peux nous raconter ça un petit peu. Hein. Ils sont quand même fait grassement défoncer le 3 mai par une société de ce qu'on appelle short Carrément. selling. Ah oui, non, mais ils se sont fait complètement allumer par une société qui s'appelle Scorpion Capital, qui est en fait, c'est des spéculateurs financiers. Le modèle économique est le suivant, c'est que tu fais un rapport où tu démolis une société et tu fais ce qu'on appelle du short selling. Le short selling, ça consiste à gagner de l'argent sur une action qui tombe qui baisse, quoi. Donc, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que c'est toi qui provoques le fait que l'action se casse la gueule et tu gagnes de l'argent là-dessus. Donc, on peut dire que c'est assez intéressé. Alors, le titre alors, pourquoi, Alors, attends. pourquoi ça? Pourquoi ce rapport? Alors, c'est pour gagner de l'argent. C'est aussi bête que ça. C'est un rapport qui est fait pour gagner de l'argent et qui consiste à en fait, faire une enquête à la Élise Lucet sur une boîte. Carrément. J'appelle ça comme ça parce que, en fait, les gars, si tu veux, ils ont publié un papier qu'ils appellent The World's Most Powerful Computer. Quantum Computer is a hoax with stage Nikola style photons. En gros, ils expliquent que tout est faux dans la société, que c'est une escroquerie, que c'est un scam, et que la récente introduction en bourse, qu'on appelle un SPAC, qu'ils ont fait il y a un an, qu'on avait expliqué il y a abusait quelques des mois. investisseurs à un niveau absolument extrême. Alors, j'ai évidemment décortiqué ce rapport qui fait quand même 183 slides. Et ce rapport, il contient des vérités, mais des mensonges. C'est un rapport qui, effectivement, met en lumière les exagérations, notamment de la présentation investisseur d'il y a un an de la société. Mais en fait, ce rapport, c'est du grand n'importe quoi. On voit que les mecs, ils ne comprennent rien au calcul quantique. Ils expliquent que c'est une machine probabiliste, qu'elle n'est même pas capable de calculer 1 plus 1 égale 2 avec un résultat correct, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais ce qui montre qu'ils n'ont pas compris à quoi sert un ordinateur quantique. À peu près, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils racontent n'importe quoi, quand ils montrent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. D'ailleurs, ils citent mon article « Mitigating the Quantum Hype » dans leur baratin sur la hype, mais ils mettent juste le titre, hein, ils n'en disent pas plus. D'ailleurs, ils n'ont même pas lu mon papier parce que dans mon papier, je dénonce un des lézards de la présentation à investisseurs d'IonQ, parce qu'ils prétendaient que ça marchait à température ambiante, alors qu'il y a un cryostat qui est nécessaire quand même dans leur système, et ça, ils ne l'ont pas vu. Et bon, bref, ça a fait baisser leur action quand même à IonQ. Hein, ils sont passés de 7,15 $ à 4,34 $, puis c'est remonté à 5,89 $. C'est quand même une baisse de 17% durable liée à ça. Alors, ce n'est peut-être pas la seule raison pour laquelle l'action a baissé, parce qu'entre-temps, ils ont annoncé leurs résultats financiers pour une société qui a pas grand-chose. Peut expliquer aussi la baisse. Mais bon, moi, je trouve que c'était une enquête à charge complètement mal foutue.
créé pour des raisons purement financières et pas pour faire avancer la science ou pour dénoncer réellement des choses. Alors, par exemple, il dénonçait le fait que la photo de l'ordinateur, qui est une espèce de un gros parallélépipède noir, était fausse au sens où il disait que cette machine n'existait pas. Et soi-disant, parce que des salariés qu'ils ont interviewés ou des anciens salariés n'avaient jamais vu la machine. Bon, résultat, IonQ, ils ont publié leur data center, une photo de leur data center qui est pas loin de l'université de Maryland aux États-Unis, montrant qu'il y avait bien ces machines-là qui existaient. Voilà, bref, c'est pour ça que je dis que c'est une enquête à charge, mais qui est pas vraiment entièrement justifiée, même si il y a des choses à dire sur les lésions piégées qui sont paradoxaux, parce que c'est des qubits qui sont très fidèles. Ils ont des fidélités qui sont bien meilleures que ceux d'IBM, par exemple, mais par contre, on n'arrive pas à scaler, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à augmenter leur nombre facilement. Ok. Bon, bah, à suivre, hein. On va voir si ça remonte et s'ils s'en sortent ou si ça continue à se casser la figure. Alors, création d'une nouvelle start-up sur des qubits de silicium en Australie. Donc, elle s'appelle Dirac. Et, Oui, c'est un joli nom avec un Q à la fin, évidemment. Mais bon. voilà, donc Alors, un c'est une petit startup hommage. qui a une histoire intéressante parce qu'elle nous relie à des gens qu'on connaît, notamment aux équipes de Grenoble et Maud Vinet et Tristan Meunier. Il faut savoir que cette startup a été créée par Andrew Durac. Et ce Andrew Durac, il collabore, il a coécrit des papiers avec Maud Vinet et Tristan Meunier récemment sur l'état de l'art des qubits de silicium. Et en fait, Andrew Durac, il collaborait jusqu'à présent avec Michel Simons, qui est la star australienne des qubits de silicium. En fait, on peut considérer que c'est presque un spin-off d'une start-up et d'une université, la fameuse UNSW de Sydney. Et en fait, une partie de ces équipes-là qui travaillaient et collaboraient avec Michel Simons ont considéré qu'il valait mieux créer leur propre projet à côté. Et d'ailleurs, Andrea Morello, qui collaborait aussi avec Michel Simons, fait partie je dirais, des conseils scientifiques de cette nouvelle startup. Alors, ce qui n'empêche pas que cette startup promet monts et merveilles, puisqu'elle annonce d'emblée qu'elle va générer des processeurs de plusieurs milliards de qubits. Donc, tant qu'à faire, on passe de millions à milliards, même si leur roadmap consiste à passer d'abord par 9 qubits, puis 256 qubits. Leur site web n'est pas très bavard sur la technique qu'ils vont employer. Bon, c'est des qubits de silicium. Mais en tout cas, c'est une startup qui va probablement faire la course avec celle de Maud Vinet, c'est clair. Bon. Donc voilà, on attend de voir les livraisons maintenant des uns et des autres et de voir sur quelle techno ils s'appuient en détail. Et surtout, moi, ce qui m'intéressera d'évaluer sur cette startup comparativement d'ailleurs à celle de Maud Vinet, c'est de voir l'approche systémique qui est adoptée. C'est-à-dire voir non pas simplement comment ils vont améliorer les qubits, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre autour, comment ils vont les piloter, quelle électronique de contrôle ils vont utiliser. Parce que c'est tout ça qui fera que la machine marchera ou pas. Bon. Alors, pour terminer, un papier de Theodoros Kapourniotis, Harold Olivier et Lam Kashefi, sorti là, en juin 2022, 3 pages, et ça s'appelle A Framework for Verifiable Blind Quantum Computation. Et donc, Olivier, tu nous racontes D'abord, il y a deux personnes que tu connais dans l'histoire. il y a Harold Olivier et Elam. Harold Olivier, qui est directeur des programmes quantiques de INRIA, mais qui continue à faire des recherches en collaboration avec Elam au LIPSIS. Et faut pas... En fait, Harold, il est connu pour son rôle de coordination à l'INRIA, mais il a un long passé de chercheur dans plein de domaines et il a beaucoup travaillé sur l'ingénierie logicielle du calcul quantique avec Elam Kashefi. Et ce papier, il est intéressant parce qu'il fait avancer l'état de l'art dans ce qu'on appelle la vérifiabilité des protocoles de blind quantum computing, dont Elam est une des créatrices, qui servent à vérifier qu'un ordinateur quantique client qui communique avec un autre ordinateur quantique pour lui déléguer des tâches, vérifier qu'il se parle bien et que c'est confidentiel et que le résultat qui arrive dans l'autre sens vient bien à qui on l'a confié. Alors, c'est issu de ces travaux qui ont été réalisés au LIPSIS et le papier met mathématiquement en lumière le lien qui existe entre la notion de vérification et celle de la détection et de la correction d'erreurs. Donc, ça fait avancer l'état de l'art dans le domaine. Et ça fait partie de tout un champ qui est relativement peu
connu et rendu public, je dirais, dans la vulgarisation sur la science du calcul quantique, qui est l'ingénierie logicielle. L'ingénierie logicielle du calcul quantique, ce n'est pas que des compilateurs ou des interpréteurs, c'est aussi des outils sur la vérification du code, la certification du code, et toutes ces choses-là mériteront d'être creusées, y compris par moi-même qui ne les connais pas très bien. Et on va devoir s'y attaquer parce que ça fait partie d'un champ scientifique qui est en plein développement. Bon. Eh bien voilà, on a fait le tour. Juste alors, petit message, on a un événement à venir qui s'appelle France Quantum, organisé avec Startup Inside et dont OVH Club est des membres cofondateurs, mais on a plein d'autres partenaires, et entre autres le CEA, le GNC, et tout un tas de startups, et aussi l'Agence Innovation Défense qui a rejoint cet événement. Donc, c'est le 14 juin dans la Tour Eiffel, de 14h à 19h. Et on va avoir beaucoup de tables rondes sur les talents de demain, comment les faire venir dans le quantum. On va faire un point sur le hardware quantique avec toutes les startups, justement. Il va y avoir une table ronde sur les technologies habilitantes. Donc, voilà. Donc, le programme, il est sur www.francequantum.fr. Et si vous êtes intéressé et que vous nous écoutez, écoutez, j'offre 5 places à ceux qui nous enverront en premier un message et qui nous écoutent et qui souhaitent venir. Donc, écoutez, je vous propose de les poster parce que le plus facile, c'est sur LinkedIn de m'envoyer un message privé. Et est-ce que ceux qui ne pourront pas venir pourront voir la conférence en vidéo, en live ou en différé? On peut s'inscrire sur le site et avoir un ticket gratuit pour avoir accès au replay 15 jours plus tard. Donc, vous pourrez voir les replays 15 jours plus tard gratuitement. Mais en tout cas, si vous souhaitez participer à la Tour Eiffel, c'est un petit peu cher parce qu'il n'y a que 150 places et que ça coûtait très cher de préserver la Tour Eiffel et d'organiser ça. Mais voilà. J'offre 5 places. Donc, bon, alors on est presque à la fin de la saison. Savez. Alors, je sais que ton mois de juin est très, très rempli et que tu es complètement sous l'eau en ce moment, justement, entre autres, avec l'organisation de ça, mais avec ton activité chez OVH. Vivatech, Ouais. le FIC, Vivatech, voilà, il y a plein de choses. Et Olivier, tu vas devoir attendre début juillet parce que je vais prendre une semaine de vacances pour me remettre de toutes mes émotions. Début juillet, on va quand même clôturer cette saison qui a été bien remplie. On se retrouve au début de l'été, au tout début de l'été, avant que tout le monde se file en vacances. On sera là pour vous faire un dernier bilan, d'entre autres France Quantum, mais aussi il va y avoir plein d'actualités. Vous allez voir, ça va être un beau mois encore. C'est pas fini. Très bien. Merci Olivier et à très vite tous. Portez-vous bien.